Salut internet, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez chill et qui fait bien plaisir. Un petit top 7 sur certains des imposteurs les plus incroyables de l'histoire. Tu vas voir, on a encore réussi à trouver quelques trucs bien sympas. La dernière anecdote par exemple est vraiment folle et je dis pas du tout ça pour que tu restes jusqu'au bout de la vidéo. Allez, est-ce que t'es prêt pour cette histoire complètement dingue d'imposteurs géniaux? Et on commence très fort. Voici Cyril Henry Hoskin, l'un des personnages les plus barrés du XXe siècle. Ce mec est connu pour avoir écrit dans les années 60 et 70 une vingtaine de bouquins, Le Troisième œil ou Les Clés du Nirvana par exemple. Mais il est surtout connu pour ses mensonges culottés. Il affirme entre autres être un lama tibétain. Pas l'animal bien sûr, qui je te le rappelle est endémique à l'Amérique du Sud et n'aurait absolument rien à faire au Tibet. Non, le lama c'est une sorte de gourou, de maître spirituel bouddhiste si tu veux. Et c'est ainsi que se présente Hoskin. Il déclare aussi avoir travaillé en tant que médecin au niveau de la colline de Shakpori, l'une des collines les plus sacrées du Tibet. Il aurait ensuite quitté cet endroit pour voyager, voir le monde, se faire plaisir quoi. L'histoire est belle, n'est-ce pas? Imposteur. Mister Lama là, il a jamais foutu un orteil du côté du Tibet. Il est anglais et fils de plombier, ça n'a rien à voir avec un quelconque lama. Est-ce que tu penses que ça l'arrête? Pas du tout. Il dit s'appeler en réalité Lobsang Rampa et vivre depuis quelques années dans le corps d'un autre, d'un anglais en l'occurrence. Il serait parvenu à passer d'une enveloppe charnelle à l'autre grâce à un procédé de transmigration. Alors bon, ok, pourquoi pas dans l'absolu. Par contre, faut m'expliquer que tu parles pas un seul mot de tibétain. Si l'histoire s'arrêtait là, ce serait pas bien grave, sauf qu'Hoskin a vendu, mine de rien, des millions et des millions d'ouvrages traduits dans plusieurs langues, à tel point que le Dalai Lama lui-même, au milieu des années 60, a dû prendre position sur son cas en affirmant que ce qu'il raconte dans ses livres n'est que pure fiction. Un sacré imposteur, et encore, je vous ai raconté qu'une infime partie de sa vie. Le mec apparemment est parti vivre au Canada, en Uruguay. Vous savez quoi? Je vous mets en description un article qui rentre en profondeur, c'est un délice. Nous en attendant, on passe au suivant, tout aussi incroyable. Je te présente Jeff Papose, sympa la petite moustache. Ce mec est connu pour avoir fait un truc que finalement beaucoup d'autres ont fait avant lui. Il cherchait un job, il a décidé de mentir un petit peu sur son CV, bon ok. Sauf que Jeff il s'est pas rajouté un ou deux CDI, non, il s'est carrément inventé une nouvelle vie. Docteur en ingénierie, diplômé de l'université de Pepperdine, ancien grand pilote de chasse qui aurait survécu à un crash, et ça ce sont que les mensonges les plus gros. Ouais, parce qu'il a aussi raconté être orphelin, être ceinture noire en taekwondo, avoir assisté à la mort d'un de ses copilotes. Bref, plein de petits trucs comme ça. Et là, j'en suis sûr que tu te dis non mais Doc, c'est trop gros. Les boîtes n'ont pas pu se faire avoir comme ça. Bien sûr que si, elles se sont fait avoir. Ces soi-disant actes héroïques dans l'armée de l'air l'ont beaucoup aidé. Ses employeurs lui ont offert diverses promotions basées sur sa valeur en tant que leader militaire. Tout le monde le voyait comme un mec charismatique, au parcours incroyable, et de fil en aiguille, sur la base de son CV ultra bullshit, Jeff a réussi à devenir PDG de plusieurs énormes entreprises et il a empoché des millions et des millions. Ok, cette affaire elle est tellement stylée qu'elle a même donné lieu à la production d'un film. Je te raconte. Autour de l'année 1548, un paysan du comté de Foix, dans le sud de la France, un certain Martin Daguerre ou Martin Guerre, est accusé d'avoir piqué un petit peu de grain à son père. Un terrible crime à l'époque, hein, vraiment. Faut s'imaginer que le vol, en 1548, le vol de grain, c'est... il faut vraiment pas faire ça. Alors qu'est-ce qu'il fait Martin? Il se défend, il tente de prouver son innocence par tous les moyens. Pas du tout. Juste il se barre. Il s'enfuit. Il décide de filer en laissant derrière lui son épouse Bertrande et son jeune fils Sanchi. Sympa le mec. Sauf que, qui revoilà près de 8 ans plus tard, en 1556? Eh ben Martin, ou en tout cas, un mec qui lui ressemble et qui possède a priori les mêmes souvenirs que lui. Leur petite vie de famille reprend donc, et ils ont ensemble 2 nouvelles petites filles en l'espace de 3 ans. Tout roule quoi. Enfin, tout roule. Dans le village, plusieurs personnes se posent quand même quelques questions. Pour eux, ce gars n'est absolument pas le vrai Martin, mais bien un imposteur. Un soldat qui passait par là affirme même un jour qu'il connaît le vrai Martin et que ce dernier a perdu l'une de ses jambes à la bataille de Saint-Quentin en 1557. Ça ne peut donc pas être cet homme. À partir de là, l'histoire va très loin. Un procès est ouvert alors même que les sœurs et l'épouse de Martin confirment qu'il est bien lui-même. Celui qui instruit l'affaire, un certain Jean de Coras, leur donne néanmoins raison. Si, mesdames et messieurs, cet homme est bien celui qu'il prétend être. Pas de chance, c'est
pile l'instant que choisit le vrai Martin Daguerre pour se pointer. On sait pas comment il a fait pour débarquer exactement à ce moment-là, mais ouais, Martin, une jambe en moins, est bien là. L'imposteur n'a plus le choix, il avoue, il se confesse, et on le sait, faut avouer à moitié. Non, je déconne, le mec est pendu. L'histoire raconte que le vrai Martin aurait ensuite refusé de pardonner à son épouse, affirmant qu'elle aurait quand même pu se rendre compte de la supercherie. Vous en pensez quoi, vous, de cette histoire ? Il y a de grandes chances pour que cette histoire-ci te parle. Voici Frank Abagnale Jr., un maître de l'arnaque rendu célèbre par le film Arrête-moi si tu peux de Spielberg. Cet homme sévit dans les années 60 et son truc à lui, c'est la duperie. Il parvient super tôt à arnaquer la société aérienne Pan American World Airways et à se faire passer pour un pilote en transit. Ça semble un peu anecdotique, sauf que ça lui permet, entre ses 16 et 18 ans, de prendre des centaines de vols et de parcourir gratuitement près d'1 million de kilomètres. Et le tout en étant à chaque fois logé gratuitement par la compagnie. Perso, je trouve ça complètement fou, c'est évidemment quelque chose qu'on pourrait pas faire de nos jours. Les mémoires de ce type racontent également qu'il a encaissé des tas de faux chèques et endossé plein d'identités différentes au cours de cette période de sa vie. Il fait par exemple croire qu'il est pédiatre et chope un poste de surveillant des internes dans un hôpital de Géorgie. Il dit aussi être diplômé d'Harvard et donc décroche un travail chez le procureur de Louisiane. Enfin bref, l'homme est incroyable, c'est un véritable caméléon. Une bonne partie des polices du monde est d'ailleurs à cette époque-là à sa recherche. Si bien que quand il se fait attraper en 1969, t'as carrément une douzaine de pays qui exigent son extradition. Après ça, il va passer de prison en prison, réussissant parfois à s'échapper pendant les transferts pour se faire attraper de nouveau quelques mois plus tard. Il y a même une histoire qui raconte qu'il a réussi à sortir d'un avion en démontant les toilettes de l'appareil. À partir de 1974, Frank a pu sortir de prison à condition d'aider le gouvernement américain à traquer d'autres imposteurs comme lui. Il a ensuite monté sa propre société de détection des fraudes et il est devenu très riche, suffisamment en tout cas pour rembourser ses dettes et mener une vie aisée. Mars 1584, le tsar de Russie décède et laisse derrière lui deux fils, Fédor et Dimitri. Problème, en 1591, Dimitri est tué à l'arme blanche alors qu'il n'a que 8 ans. Ouais, écoutez, je vous ai promis des histoires insolites moi, hein, pas forcément joyeuses. Quelques années plus tard, plusieurs personnes tentent un coup en affirmant être le fameux Dimitri. En mode, salut, c'est moi Dimitri là, le fils de l'ancien tsar. En fait, je suis pas vraiment mort, hein. Est-ce que je peux devenir tsar s'il vous plaît? Et parmi eux, il y a ce personnage, Grégory Otrépiev. Le mec est incroyable, il parvient à rallier du monde à sa cause, à convaincre différents nobles orthodoxes qu'il est bien le descendant légitime d'Ivan le Terrible. Pour tout vous dire, même sa prétendue mère, la tsarine Maria Fyodorovna Nagaya, accepte de le reconnaître comme son fils. Otrépiev parvient à prendre le pouvoir et il le garde près d'1 an et demi, entre 1605 et 1606. Et ensuite, il se passe quoi? Et ben ensuite, pas de bol, hein. Il est renversé et assassiné par les moscovites. Ouais, eux ils sont en colère pour diverses raisons, son mariage avec une polonaise catholique par exemple. Selon la légende, il brûle même le corps de l'imposteur, puis charge ses cendres dans un canon pour les tirer en direction de la Pologne. Après tout, c'est normal en Russie. La sixième histoire dont j'avais envie de te parler aujourd'hui est beaucoup plus récente. Le 10 septembre 2013, différents chefs d'État et de gouvernement se rassemblent à Soweto pour rendre hommage à un grand homme décédé 5 jours plus tôt, Mr. Nelson Mandela. Les discours s'enchaînent et vu l'importance de l'événement, ils sont retransmis à la télévision. Ils sont aussi traduits en direct en langue des signes pour être accessibles au plus grand nombre. Sauf que voilà, les personnes sourdes ou malentendantes se rendent vite compte qu'il y a un petit souci. Le traducteur fait n'importe quoi. Il bouge ses mains de façon incompréhensible, si bien que personne ne comprend ce qu'il raconte. Ça fait évidemment beaucoup de bruit et on enquête sur lui. Surprise, Tom Sinka Yinky, le gars en question, est en fait un imposteur atteint de schizophrénie. Apparemment, il se serait déjà pointé en robe d'avocat dans le tribunal de sa ville natale, Bloemfontein. Il se serait aussi fait passer pour un guérisseur traditionnel. Enfin, perso, je trouve l'histoire extraordinaire. Le mec se retrouve à bouger les bras et les mains en faisant full bullshit à 20 cm d'Obama pendant la cérémonie de Mandela. N'empêche, bien joué les services de sécurité.
Et on termine avec mon histoire préférée. J'en profite d'ailleurs pour t'inviter, si t'aimes bien ce genre de contenu, à liker cette vidéo et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Ça peut paraître anodin à chaque fois que je demande ça, mais ça aide vraiment la chaîne et surtout, ça fait super plaisir à toute l'équipe. Ce vieux monsieur là, qui s'appuie sur son coude, c'est Georges Psalmanazar. Si je t'en parle, c'est parce qu'il arrive au début du XVIIIe siècle, à Londres, avec une histoire incroyable. Si dingue que le bouquin qu'il en fait en 1704 connaît tout de suite un énorme succès. Il affirme être un indigène de Formose, l'ancien nom donné à Taïwan, et s'il se trouve en Europe, c'est qu'il a été kidnappé et emmené en France par de vilains jésuites. Son récit est assez absurde, mais il passionne immédiatement tout le monde, et Georges devient vite une personnalité en vue. Dans son ouvrage, il présente son île paradisiaque et les coutumes insolites qu'on y rencontre. Il explique par exemple que s'il a le teint clair, c'est que les personnes importantes vivent à Formose sous terre. Il affirme que de courageux hommes nus y chassent le serpent à dos de rhinocéros, que les maris trompés peuvent à l'occasion dévorer leur épouse fautive. Les philologues étudient également la langue d'origine de Georges, ou du moins celle dont il fait la présentation, et ils la trouvent passionnante. Pour tout te dire, le mec est tellement respecté qu'on l'invite même à donner quelques cours au collège d'Oxford. C'est incroyable, n'est-ce pas? Sauf que, bon, tu t'en doutes, rien de tout ça n'est vrai. Georges invente tout au fur et à mesure. Et malheureusement, il part tellement loin dans ses délires qu'il finit par perdre une partie de son audience. La hype redescend, les gens se désintéressent de son histoire. Lui-même, en fin de compte, se lasse de raconter n'importe quoi, et à partir de 1706 environ, il lâche la vérité, il vient en réalité de France. Tout simplement. Georges est juste un mytho de chez nous. Ah, ça fait du bien n'empêche de refaire un petit top 7 comme ça de temps en temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à nous proposer les thèmes qui vous feraient plaisir. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet.